Je m'appelle Mathieu Rossi et je travaillais depuis 13 ans dans le secteur du financement automobile. Pas vraiment un métier sexy, je le sais. Quand on dit ça au repas de famille, les gens commencent déjà à regarder leur téléphone. Mais ce que je faisais était crucial, même si personne ne le comprenait. J'arrangeais les contrats de location de flottes entières pour les grandes entreprises de transport. Je parlais avec les banques, je négociais les termes, je mettais en place les garanties et surtout, j'organisais tout le papier administratif qui rend possible une opération comme celle-ci. C'était en 2015, quand j'ai rencontré Delcroix Transport, une des plus grandes sociétés de logistique de la région lyonnaise. Ils avaient besoin d'une flotte complètement nouvelle. 412 camions, c'est ce qu'il leur fallait. Vous imaginez? 412. C'était un contrat monstrueux, presque 20 millions d'euros sur 10 ans. Quand ils m'ont approché, j'ai su que c'était le projet de ma vie. Pendant les 2 années suivantes, j'ai construit cette opération du sol jusqu'au plafond. J'ai trouvé les fournisseurs, j'ai négocié avec Volvo, avec Renault Trucks, avec MAN. J'ai établi le financement avec 3 banques différentes. Et voici le détail financier qui va devenir important. Pour que tout cela marche, pour que le risque soit équilibré correctement, les camions ont tous été enregistrés directement sous mon nom. Mathieu Rossi, propriétaire légal de chaque véhicule. Delcroix Transport était le locataire, certes, mais moi, j'étais le propriétaire. C'était stratégique, c'était légal, c'était même recommandé par mes supérieurs. Pourquoi? Parce que cela protégeait le financement. Si Delcroix avait des problèmes de trésorerie, les banques pouvaient intervenir, et j'étais le garde-fou. Mon nom sur les documents signifiait que j'avais le contrôle ultime. Personne ne pensait vraiment que ça compterait un jour. C'était juste du papier administratif. Pendant 3 ans, tout a été parfait. Les camions ont tourné sur les routes de France. Delcroix était rentable. Je venais au siège régulièrement. Je vérifiais que les paiements arrivaient comme prévu. Je m'entendais avec la direction. Tout était cordial, professionnel. J'avais des responsabilités, mais c'était mérité. J'avais fait un excellent boulot. Le PDG de Delcroix Transport s'appelait Luc Chambaud. Un homme d'environ 60 ans, vieux jeu, respectueux des règles. On ne devenait pas le patron d'une grosse entreprise de transport sans avoir la tête sur les épaules. On discutait rarement, mais quand on le faisait, c'était toujours civil. Je savais qu'il m'appréciait. Il voyait que grâce à moi, l'opération était devenue une des plus efficaces du marché français. Mais Luc Chambaud avait un fils. Cédric. Ah, Cédric. Comment je décris Cédric Chambaud? C'était le genre de type que vous rencontrez et contre lequel vous sentez immédiatement quelque chose. Grand, cheveux blonds bien coiffés, costumes italiens. Il avait obtenu son diplôme de gestion d'une école parisienne correcte et immédiatement, son père lui avait donné un poste dans la boîte. Pas une vraie responsabilité, remarquez. Le titre était responsable des opérations stratégiques, ce qui en langage d'entreprise veut dire absolument rien. Il était là parce que c'était le fils, c'est tout. Cédric n'était pas idiot, mais il était arrogant. Et cette arrogance venait de la certitude qu'il hériterait un jour tout ce que son père avait bâti. Pas besoin de vraiment travailler, pas besoin de vraiment apprendre, juste attendre, être présent, sourire à la bonne personne. Il passait son temps à traîner au siège, à se mêler de choses qui ne le regardaient pas, à donner son avis sans être demandé. Moi, j'étais un peu sur ses nerfs. Ça, je l'ai senti dès le départ. Je n'étais pas un des gars de Delcroix. J'étais un consultant externe, quelqu'un qui venait faire son boulot et qui s'en allait. Mais je m'entendais bien avec tout le monde. Les chauffeurs m'aimaient bien, les mécaniciens respectaient ce que je faisais. Et surtout, je m'entendais très bien avec le père. Je pense que ça énervait Cédric. En décembre 2018, c'est devenu explicite. C'était un mardi matin. Je venais de terminer une réunion de 3 heures avec la direction financière de Delcroix. Nous discutions des modifications du contrat pour l'année prochaine. Rien de dramatique, juste du travail routinier. En sortant du bâtiment administratif, vers le parking souterrain, j'ai vu que ma place habituelle était prise. Je stationnais toujours au même endroit, près de l'ascenseur, parking S23. C'était ma place officielle depuis des années. Mais ce jour-là,
Une Mercedes noire flambant neuve y était garée. Une Mercedes avec une plaque minéralogique parisienne, avec des lettres sophistiquées. Je me suis dit que c'était probablement juste une erreur. J'ai trouvé un autre espace un peu plus loin, et je m'apprêtais à partir quand Cédric est apparu derrière moi. Littéralement derrière moi. Je ne l'avais pas vu venir. « C'est ma place maintenant », a-t-il dit. Il y avait un sourire sur son visage, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était un sourire de prédateur. Je me suis retourné. Je le regardais. « Cédric, j'ai cette place depuis 2015. C'est écrit nulle part qu'elle est réservée à quelqu'un d'autre, mais c'est ma place de travail. »« Plus maintenant », a-t-il répondu. Il utilisait l'anglais, ce qui était déjà pathétique. « Vous êtes un consultant. Les consultants n'ont pas de place attitrée. Je suis directeur. Je dois avoir la meilleure place. » Je me suis arrêté. J'étais calme. J'étais étonnamment calme. « D'accord, j'ai dit. Si tu veux la place, tu peux la prendre. Mais il faut que tu le dises au responsable du parking. Et il faut que tu avertisses mon patron. C'est la procédure. » Il s'est rapproché. Il était menaçant maintenant. « Non, tu vas juste accepter ça et tu vas te trouver une autre place, comme une personne normale. Et pendant qu'on y est, tu peux aussi accepter ceci. Tu es licencié, avec effet immédiat. Je suis tombé sur tes emails à mon père, et j'ai décidé que tu n'ajoutais pas assez de valeur. Je veux un nouveau consultant, quelqu'un qui travaille mieux que toi, quelqu'un qui a des idées plus fraîches. Donc tu peux partir, aujourd'hui, maintenant. » Il y avait au moins 4 personnes à proximité qui regardaient, d'autres employés de Delcroix qui passaient par le parking. Ils avaient tous entendu. Cédric avait fait ça volontairement. C'était public. C'était un acte de domination complète. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai souvent me demandé s'il savait, s'il avait une idée, même vague, de ce qu'il venait de faire, s'il avait compris que ces 412 camions, chaque mètre carré de papier administratif, chaque garantie bancaire, chaque clause de contrat, tout ça était dans mon nom. Que j'avais le pouvoir absolu sur cette flotte. Je ne pense pas qu'il le savait. Je ne pense pas qu'il avait jamais vraiment compris ce que je faisais. Pour Cédric, j'étais juste un type en costume qui venait à des réunions et qui faisait un travail ennuyeux que personne ne comprenait. Il pensait qu'il pouvait me virer comme on vire un consultant ordinaire. J'ai souri. C'était un vrai sourire, pas un sourire de politesse. Je l'ai regardé, j'ai dit « D'accord, Cédric, pas de problème. Je m'en vais. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai grimpé dans ma voiture, je suis parti du parking. Et pendant que je conduisais vers Villeurbanne, où j'habitais, j'avais les mains qui tremblaient. Pas de peur, de l'adrénaline pure. Parce que je venais de réaliser quelque chose, une chose que j'avais su techniquement depuis 13 ans, mais que je n'avais jamais vraiment pensé à utiliser. J'avais le contrôle absolu. Et maintenant, Cédric Chambaud avait besoin d'une leçon. Une fois chez moi, je n'ai pas agi de manière émotionnelle. Je suis rentré chez moi, j'ai pris un verre d'eau, je me suis assis, j'ai repensé à ma carrière. 13 ans. 13 ans de travail honnête. Et ça s'était terminé par un petit con arrogant qui me faisait un numéro de domination sur le béton d'un parking souterrain. Mais j'ai aussi repensé à tous les documents, à toute l'architecture juridique que j'avais construite. Et j'ai réalisé que ce que Cédric avait fait n'était pas juste insultant, c'était stupide. J'ai appelé mon directeur général le jour même. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il était furieux. Furieux contre Cédric. Il m'a dit que c'était du n'importe quoi, que Cédric n'avait absolument pas le pouvoir de me licencier, que je travaillais pour sa compagnie, pas pour Delcroix. Il m'a dit de rester calme, que ça serait résolu. Mais je savais mieux. Je savais que Luc Chambaud et ma compagnie n'allaient pas faire une bataille juridique. Ce genre de conflit tue les contrats. Ça allait se terminer par un accord à l'amiable, où je recevrais une indemnité de rupture, et Delcroix garderait ses camions. C'était la façon dont fonctionnait le monde des affaires. Non, j'avais une meilleure idée. Cette nuit-là, je suis allé voir mes avocats, 2 d'entre eux, des gens que je connaissais depuis longtemps, qui avaient travaillé sur tous les contrats de Delcroix. Je leur ai expliqué la situation. Je leur ai montré tous les documents, les contrats de location, les enregistrements de propriété, les clauses de résiliation, tout. Et je leur ai posé la question.
Si Delcroix Transport acceptait un licenciement non contractuel d'un consultant qui a le contrôle légal de leur flotte entière, qu'est-ce que ça signifierait pour les camions? Ils ont échangé un regard. Ils savaient exactement où j'allais. L'avocate principale, Isabelle Bouchon, elle a dit « Mathieu, techniquement, tu pourrais réclamer tous les véhicules. Ils sont enregistrés à ton nom. Si le contrat de location est rompu unilatéralement par Delcroix sans cause légale justifiable, et si tu en as la preuve écrite, tu as les droits. » C'est un peu sauvage, honnêtement, mais c'est légal. C'était sauvage, oui, mais c'était aussi parfaitement légal. Pendant les 3 jours suivants, j'ai soigneusement préparé la documentation. J'ai rassemblé tous les emails, le contrat original, les amendements, les registres d'immatriculation, les états financiers qui prouvaient que Delcroix avait manqué à ses obligations. J'avais aussi quelque chose que je n'avais jamais utilisé avant, une clause de sécurité bancaire. Si le principal preneur d'un contrat de location violait les conditions d'une manière substantielle, je pouvais invoquer le droit de reprendre les actifs. Et les conditions incluaient le respect des accords avec les tiers. Cédric m'avait licencié sans cause. C'était une violation de contrat qui entraînait des complications. Vendredi matin, j'ai demandé à une compagnie de transport spécialisée de se présenter à tous les dépôts de Delcroix. 4 dépôts au total, à Lyon, à Saint-Étienne, à Grenoble et à Chambéry. Chaque dépôt avait environ 100 camions. Ils avaient des remorques, des chauffeurs, des mécaniciens. Et à 9 heures exactement le matin, les équipes de reprise se sont présentées avec les documents légaux, les ordres de saisie et les instructions. Reprendre 412 camions en une matinée, c'est militaire, c'est implacable. C'est aussi complètement légal si vous avez les documents corrects. Et j'avais tous les documents. J'imagine la scène au dépôt de Lyon. Le directeur reçoit un coup de téléphone. Quelqu'un crie. On lui dit que des gens sont en train de prendre les camions. Il descend. Il voit les remorques de transport. Il voit les papiers. Et rien, absolument rien, ne peut arrêter ça, parce que c'est légal, c'est officiel, et c'est dans les règles. À 9h30, j'ai envoyé un email à Luc Chambaud, à lui personnellement. Je lui ai expliqué très civilement, très professionnellement, ce qui était en train de se passer. Je lui ai expliqué que son fils m'avait licencié unilatéralement, ce qui constituait une violation substantielle du contrat de location. Je lui ai expliqué que, conformément à la documentation qui datait de 2015, j'avais le droit légal de reprendre possession de tous les actifs. Et je lui ai aussi expliqué que je ne faisais ça que parce que c'était sa seule option. Je voulais parler. Je voulais trouver une solution. Pendant ce temps, au dépôt de Grenoble, un des chauffeurs vétérans, un mec qui s'appelait André et qui avait travaillé pour Delcroix depuis plus de 20 ans, essayait d'arrêter les transporteurs. Il disait « Vous ne pouvez pas faire ça, ce sont nos camions. » Et eux, ils lui montraient les papiers. Et il n'y a rien à dire contre des papiers légaux. Par midi, 283 camions avaient été repris. C'est à ce moment que Cédric a commencé à appeler. La première fois, c'était sur mon portable. Je n'ai pas répondu. La deuxième fois, 1 minute après, j'ai répondu. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il criait. Je pouvais l'entendre de partout dans le bâtiment. « Tu ne peux pas faire ça. Tu voles nos camions. » « Non, Cédric, j'ai dit calmement. Je reprends possession de mes camions. Tu m'as licencié sans cause hier. C'était une violation du contrat. Et maintenant, je fais ce que la loi me permet de faire. » Il a jeté le téléphone. Littéralement. J'ai entendu le bruit. À 15 heures, tous les 412 camions avaient été repris. Ils avaient été dispersés dans 4 centres de stockage différents autour de la région. Chacun avec des gardiens. Chacun légalement inaccessible à Delcroix Transport. Cédric a essayé d'obtenir une ordonnance d'urgence du tribunal pour arrêter tout ça. Il avait les meilleurs avocats que l'argent de Delcroix pouvait acheter. Mais les documents étaient clairs. Les registres d'immatriculation étaient clairs. Tout était dans mon nom. Et même si le tribunal avait voulu arrêter la saisie, il n'y avait aucun fondement juridique pour le faire. J'avais des droits contractuels absolus. Ce qui s'est passé ensuite, c'est le vrai drame. Luc Chambaud a compris immédiatement ce que ça signifiait. 412 camions, c'était la colonne vertébrale entière de son entreprise. Sans eux,
Il ne pouvait pas honorer ses contrats avec ses clients. Il perdrait ses clients, il perdrait ses revenus, l'entreprise s'effondrerait. Et c'est exactement ce que Cédric avait mis en mouvement avec une phrase stupide sur un parking. Luc m'a appelé lui-même. « Mathieu, a-t-il dit, sa voix était brisée. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. » Je n'aurais pas pu demander une meilleure ouverture. « Je veux parler, j'ai dit. Je veux que tu comprennes ce que c'est d'être humilié publiquement. Je veux que Cédric comprenne que tu ne peux pas juste rejeter quelqu'un comme une serviette en papier. Et ensuite, je veux une compensation. »« Combien ?» a demandé Luc. C'était drôle. Il allait droit au point. Pas de négociation, pas de jeu. Juste, combien ? 2 millions d'euros, j'ai dit. Il y a eu un silence long. « C'est un gros montant, a-t-il dit finalement. »« Oui, ça l'est. Mais c'est ce que ça me coûtera pour refaire ma vie après 13 ans de travail loyal. C'est aussi une fraction de ce que tu vas perdre si ces camions restent immobilisés pendant une semaine. Les intérêts bancaires augmentent, tes clients annulent, ta réputation s'effondre. 2 millions, c'est une bonne affaire pour toi. » Il a raccroché. Je savais qu'il allait appeler ses avocats, qu'ils allaient regarder les documents, qu'ils allaient lui dire ce que les miens m'avaient dit. C'était légal, c'était structuré, et il avait besoin de me payer. Dimanche soir, Luc m'a appelé à nouveau. « D'accord, a-t-il dit, 2 millions, mais il y a des conditions. D'abord, tu retournes tous les camions immédiatement. Deuxièmement, tu signes un accord de confidentialité. Tu ne parles à personne de cette situation. Personne. Troisièmement, Cédric quitte la compagnie. J'ai déjà préparé une annonce. Il prend un congé pour raison de santé personnelle et il ne revient jamais. » J'ai accepté. Le lundi matin, j'ai signé les documents. La semaine suivante, les camions ont tous été retournés. Ils étaient parqués dans les 4 dépôts, intacts, sans une égratignure. Les chauffeurs ont repris leur route. Delcroix a pu honorer ses contrats, et Cédric Chambaud a disparu de la circulation. Quant à moi, j'ai reçu 2 millions d'euros sur mon compte bancaire, une indemnité de départ discrète, un accord de non-révélation qui était si strict que, légalement, je ne pouvais pas en parler à personne. Pendant longtemps, j'ai gardé ça secret. Pendant 7 ans, en fait. Je l'ai gardé pour moi. J'ai pris cet argent, j'ai acheté une petite maison à Villeurbanne, j'ai payé mes dettes, et j'ai créé ma propre compagnie de conseil en financement automobile. Et mon entreprise a prospéré, en partie parce que j'avais des clients qui savaient qu'autrefois, j'avais géré une des plus grandes flottes de France. Mais l'accord de confidentialité a expiré en 2025, et maintenant je peux parler. Parce que c'est une histoire qui mérite d'être racontée, pas parce que c'est une belle histoire de vengeance. Ce n'est pas ça. C'est une histoire sur ce qui se passe quand quelqu'un pense qu'il peut simplement écarter les gens sans conséquence. C'est une histoire sur ce qui se passe quand vous ignorez les détails, quand vous supposez que la structure en dessous n'a pas d'importance. Cédric Chambaud pensait que j'étais juste un consultant ordinaire, quelqu'un qui pouvait être rejeté. Mais il n'avait pas compris que ce consultant ordinaire avait le pouvoir légal de paralyser sa famille pendant plus d'une décennie. Pas à cause de la vengeance personnelle, mais à cause de la structure. Et c'est la vraie leçon ici. La vie a une manière de vous montrer exactement où le pouvoir réside, si vous faites attention. Et dans ce cas, le pouvoir résidait dans les documents, dans les enregistrements, dans le papier administratif que tout le monde ignorait. Je n'ai jamais eu de regrets à propos de ce que j'ai fait. Pas une seconde, parce que j'avais raison, parce que c'était légal, et parce que Cédric Chambaud méritait une leçon qu'il n'oublierait jamais. Aujourd'hui, je suis consultant indépendant. Je gère ma propre entreprise. J'ai des clients dans toute la France. Et je ne prends plus la même place de parking que personne. J'arrive plus tôt. Je me gare toujours au meilleur endroit. Parce que maintenant, personne n'essaie de me la prendre. Et Cédric? Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait maintenant. La dernière information que j'ai, c'est qu'il vivait à Monaco avec sa mère. Pas mal, comme exil volontaire. Mais c'est tout ce que je sais. Et honnêtement, ça m'est égal. Cette histoire est finie.